Le jour de Rosh Chodesh Av, c'est le jour où on a perdu l'un des plus grands du peuple juif, à savoir Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, le jour où il est mort, il est écrit dans la paracha de Chukat, Vayivku et Aaron shloshim yom kol bet Israël. Lorsque Aaron est mort, tout l'ensemble du peuple juif a pleuré à Aaron. Alors qu'au sujet de Moshe Rabbeinu, le dirigeant spirituel du peuple juif, lorsqu'il va mourir, il va être écrit dans le Pasuk Vayivku bnei Israël. Les Bnei Israël ont pleuré. Il n'y a pas écrit tous les Bnei Israël. Et de là, Rashi va nous dire immédiatement que Moshe Rabbeinu n'a pas eu la popularité que Aaron a eue. Aaron était plus apprécié que Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Dit Rashi, Kol Bet Israël, quand Aaron est mort, tous les Bnei Israël ils l'ont pleuré. Anashim, Venashim, les hommes et les femmes. Les fichaya Aaron, Rodef Shalom. Parce que Aaron était toujours en quête de paix. Umeti lahava ben baale meriva, ou ben ish le ishto. Et à chaque fois, il essayait de réconcilier les personnes qui étaient divisées et à réconcilier les couples qui étaient disputés. C'est la raison pour laquelle, lorsque Aaron est mort, tout le monde a senti qu'il y avait un grand vide qui était créé. On a senti que lorsque le tzaddik nous quitte, dans toute la ville, il y a l'obscurité qui règne. Aaron, c'était donc un homme particulier. Essayons, Bezrat Hashem, de réfléchir un petit peu. C'était qui Aaron ? Et on va, à mon avis, découvrir un nouveau Aaron, en étudiant bien les textes de Chachamim. Dans la Mishnah, il est écrit, dans Pirkei Avot, Hillel Omer, Eve mitalmidav shel Aaron. On a fait de ça même un chant. Hillel nous demande d'être les disciples de Aaron. Oev Shalom verodev Shalom, qui aime la paix et qui est à la poursuite de cette paix. Oev et Abriot, qui aime les créatures, ou Mekarvan la Torah, et qui les rapproche de la Torah. Donc voilà ce que Hillel nous demande. Soyez des élèves de Aaron HaKohen. Je me permets tout de suite une petite remarque. C'est une remarque un petit peu risquée, parce que je l'ai vue écrite nulle part dans les enseignements de Chazal, mais qui m'a l'air pourtant d'être vraie. À propos d'Avraham Avinu dans Pirkei Avot aussi, on nous disait « Quiconque est doué des trois qualités suivantes est l'élève de Avraham Avinu ». On ne nous a pas dit « Sois l'élève de Avraham Avinu ». Là, on aurait pu nous dire de la même façon « Quiconque est Oev Shalom verodev Shalom », sache que c'est un élève de Aaron. Hillel, il ne dit pas ça. Hillel, il dit « Sois un élève de Aaron, aime la paix, Rodev Shalom, Oev et Abriot, Karvan la Torah ». Pourquoi on a besoin de nous donner ici une injonction ? Il y a une différence qu'on peut remarquer à l'œil nu entre les deux Mishnayot. J'ai cherché dans Chachamim, j'ai pas vu que quelqu'un posait la question et qui répondait. Mais à mon avis, on doit arriver à une conclusion. C'est de dire que l'urgence, c'est d'être l'élève de Hillel. Ça veut dire qu'à la rigueur, si je n'ai pas les trois qualités de Avraham Avinu, je ne suis pas son élève. Mais ce n'est pas très grave. Par contre, de ne pas être Oev Shalom verodev Shalom, Oev et Abriot Karvan la Torah, ça c'est très grave. C'est pour ça que Hillel me dit, c'est pas simplement que si tu as ces qualités-là que tu peux savoir que tu es dans l'école de Hillel. C'est qu'il faut que tu fasses des efforts pour être l'élève de Aaron. C'était au passage une petite explication qu'on peut donner. Et on voit que Hillel, ce n'est pas simplement qu'il nous recommande, c'est qu'il nous donne même l'ordre d'essayer de devenir les élèves de Aaron. Il y a une question qui se pose immédiatement. On nous dit, sois l'élève de Aaron. Pourquoi on a besoin de nous donner des exemples ? J'ai qu'à ouvrir les Teilim. Et dans les Teilim, il y a écrit explicitement, Bakesh Shalom, Verot Feu. Le roi David me dit, il faut que tu sois en quête de paix. Bakesh Shalom, cherche la paix. Verot Feu, et sois sans arrêt en train de courir après la paix. J'ai pas besoin qu'on me dise, tu sais, Aaron, c'était un homme qui accomplissait ce qui est écrit dans les Teilim, et toi, sois l'élève de Aaron. C'est un peu compliqué tout ça. Pourquoi on a besoin de me dire, sois l'élève de Aaron ? On aurait dû me dire, sache qu'il y a un pasuk dans Teilim, Bakesh Shalom Verot Feu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait d'être élève de Aaron HaKohen ? Voilà une autre question qui se pose. En fait, Chachamim essaye de nous décrire dans les Midrashim, dans le Havot des Rabbi Nathan, quel était le comportement de Aaron. Où est-ce qu'on a vu que Aaron, c'était vraiment un homme qui procédait de la paix, que c'était vraiment un homme qui essayait de faire la paix partout. Et le Havot des Rabbi Nathan nous raconte plusieurs épisodes, plusieurs tactiques plus précisément dont se servait Aaron pour pouvoir réussir à procéder
de ce Ohev Shalom et de ce Ohev et Abriot. Deux d'entre elles. Premier conseil que nous donne Aaron, il dit lorsque Aaron voyait un homme qui avait commis une avéra, un homme rachat, il a écrit, un mécréant, il venait le voir et il commençait à sympathiser avec lui. Il commençait à lui faire un sourire radieux. Et il parlait, et il l'invitait à la maison, et il entretenait avec lui des grandes discussions. Cet homme-là, dit le Midrash, se disait, mais attends, Aaron, il ne sait pas que moi je viens de commettre une avéra. Aaron, il ne sait pas que moi je ne suis pas un tellement grand sadique. Il ne sait pas que je suis un rachat. Et s'il savait, il aurait osé me parler. Il aurait osé comme ça devenir un ami. Bon, alors je vais essayer, Bezrat Hashem, dorénavant, de ne plus faire de avérotes. Comme ça, au moins, c'est légitime que Aaron vienne me parler. Et lorsque le lendemain, il voulait en venir à faire une avéra, il disait, mais c'est pas possible. Aaron, il m'a parlé hier, aujourd'hui, je vais faire une avéra. Voilà comment Aaron était Ohev et Abriot. Il rapprochait les créatures de lui. Ou Mekarvan la Torah, et grâce à ça, il est rapproché de la Torah. Premier exemple du comportement de Aaron. Deuxième exemple, lorsqu'il entendait qu'il y avait des disputes. Il a vu qu'il y a une grande dispute qui a explosé entre Réhouven et Shimon. Que faisait Aaron? Il allait voir Réhouven. Et il disait à Réhouven, tu sais, j'ai rencontré il y a quelques minutes Shimon. Je ne sais pas si tu sais combien il s'en veut du mal qu'il t'a fait. Il s'en veut, et il est vraiment affligé, et il est triste, et il se cogne la tête contre les murs, et il aimerait tellement être proche de toi, et puis il aimerait te demander pardon, et puis d'ailleurs il m'a envoyé pour que je te demande pardon, etc. Alors il disait, c'est vrai, ah vraiment, c'est vrai. Et puis ensuite il allait voir le second, il disait, à 5 minutes, j'ai rencontré Shimon ou Réhouven. Et je ne sais pas si tu t'imagines, il paraît qu'il t'a fait du mal, et il paraît qu'il regrette beaucoup le mal qu'il t'a fait. Il a vraiment envie de te demander pardon. Et je ne sais pas si tu sais combien il t'aime. À l'intérieur de lui, il t'aime tellement. Il regrette tellement le mal qu'il t'a fait. Moralité, dit le Midrash, lorsque le lendemain Réhouven et Shimon se rencontraient, c'était le grand amour. Ils s'embrassaient, il y a écrit dans le Midrash. Voilà ce que Aaron faisait. Donc Aaron, c'était un homme qui aimait les créatures et de cette façon-là, il pouvait les rapprocher de la Torah. Aaron, c'était un homme qui aimait la paix et qui essayait au maximum de diffuser la paix autour de lui. Il y a ici une question très forte qui se pose. De Aaron, on nous dit dans le Passouk, Torah temet aïta befiou. Aaron, c'était un homme qui avait une Torah de vérité dans sa bouche. Ve'avla lo nimtza bisfatav. Et il n'y avait jamais rien d'immoral qui échappait de sa bouche. Aaron, c'était donc un homme de vérité. Ce n'était pas un homme de mensonge. Là, quand on lit ces histoires-là, on a l'impression que c'est un sacré numéro, ce Aaron. Il y a tout type de subterfuge. Comment faire pour réussir à inventer des choses qui n'ont jamais existé? Il va voir un, l'autre il m'a dit ça, alors que l'autre il n'a rien dit. Ça a l'air d'être un véritable mensonge. Plus que ça. Il y a un midrash dans lequel on nous parle de Moshe et de Aaron. Et le midrash, il s'interroge, lorsqu'il y a écrit dans le Passouk Chesed et Emet. À propos de qui on dit Chesed, à propos de qui on dit Emet. Il y a un des rabbanim dans le Midrash qui dit, l'homme du Chesed c'est qui? C'est Aaron. Et l'homme du Emet, de la vérité, c'est Moshe. Et ça on comprend très bien. Aaron c'était un homme de Chesed. Aaron il faisait toute sa vie rien que pour les autres. C'était un homme complètement de Chesed. Et Moshe c'était plus un homme rigoureux, un homme de vérité. Il y a un autre Rav là-bas qui vient qui dit pas du tout. L'homme de Chesed c'était Moshe. C'était qui l'homme de vérité? C'était Aaron. Donc d'après ce Rav-là, Rabbi Elazar, dans le Midrash, Aaron c'était un homme de Emet, un homme de vérité. Dit le Rav Isaac Sher, il dit c'est quoi ici cette histoire-là? C'est sûr que Aaron c'était un homme et de vérité et de Chesed. C'est sûr que Moshe c'était un homme et de vérité et de Chesed. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que quand on a dit le mot vérité, on faisait allusion à l'un ou à l'autre? La question c'était, chez Aaron et chez Moshe, quelle était la qualité qui avait la prédominance? Ou en mes termes, lorsque dans une situation précise, j'ai une confrontation entre Emet et Chesed, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est la dimension de vérité ou est-ce que c'est la dimension de Chesed? Par exemple, je dois faire la paix entre un homme et une femme. Alors si je suis complètement vérité, j'arriverai pas. Je suis obligé de mentir un petit peu pour réussir à les réconcilier. Donc d'une part, j'ai Chesed, l'envie de les aider. D'autre part, j'ai Emet, c'est l'envie et l'exigence de vérité. Qu'est-ce qui va prendre le dessus? Eh bien, il y a un Rav qui dit, c'est Rabbi Elazar,
il dit chez Aaron, ce qui prenait le dessus, c'était le Emet, c'était la vérité. C'est-à-dire que rien ne pouvait dépasser cette vérité. Ici, quand on lit ce Midrash, on voit que Aaron, ce n'est pas du tout un homme de vérité. Aaron, il allait voir un, il racontait des histoires qui n'existent pas. Il allait voir l'autre, il lui racontait des histoires qui n'ont pas existé. Il allait voir un rachat, il faisait semblant qu'il le prend pour un tzaddik. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment on peut comprendre une telle idée? Plus que ça, demande le Rav Ezrahi. Il dit, je ne comprends pas. Pendant 50 ans, Aaron, il a fait les mêmes histoires. On aurait dû au bout d'un moment s'apercevoir qu'en fait, c'est du mensonge ce qu'il raconte. Il le fait une fois, je veux bien, allez. Il a trouvé un naïf, il a trouvé un autre naïf, il leur a dit, tu sais, lui, il te demande pardon, tu sais, lui, il te demande pardon. Mais pendant 50 ans, on ne s'est pas aperçu qu'il faisait à chaque fois les mêmes histoires. Donc si quelqu'un venait me voir, si Aaron venait me voir et qu'il me disait, tu sais, un tel, il m'a dit qu'il s'en veut beaucoup. J'aurais dit, Aaron, arrête de nous raconter des histoires, ça y est, on connaît tes subtilités, tes stratagèmes, arrête de raconter des histoires. Pourtant, on voit que ça marchait. Et si ça a marché, ça veut dire que nous aussi, qui devons être les élèves de Aaron, on peut très bien se servir de ce conseil. Mais aujourd'hui, tout le monde le connaît, ce conseil. C'est un midrash explicite. Là, je ne vous ai rien rajouté de nouveau. Tout le monde le connaît, ce conseil. Alors, comment ça peut marcher? Voilà la question que pose le Rav Ezrahi. Alors, en fait, toutes ces questions-là, elles vont nous conduire, Bezrat Hashem, à une réponse très intéressante, très importante, qu'on a le devoir de connaître. La réponse qu'on aurait pu donner, mais qui, à mon avis, n'est pas suffisante, mais c'est la réponse classique, c'est de dire qu'on n'a malheureusement pas une bonne compréhension de ce que c'est le Emet et ce que c'est le Sheker. Le Rav Dessler, il insiste beaucoup sur ça. C'est quoi le Emet? Nous, on a l'impression que le Emet, c'est tout ce qui est vérité. Si je dis ce stylo, c'est un stylo, c'est de la vérité. Et Sheker, c'est dire ce stylo, c'est une serviette. Dit le Rav Dessler, c'est pas vrai. Le Emet, c'est toute chose qui va conduire à quelque chose de positif. Si par exemple je dis ce stylo c'est un stylo, j'ai pas dit du Emet. J'ai dit quelque chose, c'est de la perte de temps, je vous ai fait perdre votre temps à vous et à moi. C'est pas du Emet. Le Emet, c'est de dire quelque chose qui va pouvoir aider, qui va être bon pour l'humanité. Ça c'est du Emet. Le Sheker, c'est dire quelque chose qui va pas être bon pour l'humanité. Pour prendre un exemple, lorsqu'on est invité à un mariage, il y a écrit que Beth Hillel dise qu'on doit s'adresser au Khatan et lui dire Takala, elle est Na'a vachasuda. En hébreu moderne, on dit elle est Chaval al-Azman. Maintenant, ça c'est Beth Hillel qui dit. Beth Hillel, il ne dit pas inspecte bien la Kala, vois combien elle est belle, et puis après tu peux dire elle est belle, très belle, super belle. Non. Tu vois un Khatan, dis-lui ta Kala, elle est magnifique. Ça c'est Beth Hillel. Beth Shammai lui dit mais attention, et si elle est moche? Comment tu peux lui dire qu'elle est belle? Alors, et pourtant il y a écrit Midvar Sheker Tichak, il faut que tu t'écartes du mensonge. Toi tu viens, tu vois une Kala moche et tu dis ta Kala elle est super belle. Pas possible. Ouais, alors ça c'est vrai, c'est l'une des réponses qu'on donne. Maintenant, le Beth Hillel il répond et il dit mais attends, écoute Shammai. Imagine quelqu'un il revient du marché, il a acheté un manteau. Et toi tu le trouves horrible ce manteau. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ton manteau il est horrible ou ton manteau est beau? Tu es d'accord qu'il faut bien lui dire ton manteau est beau. Alors là pareil, il s'est marié avec une femme, il faut que tu lui dises ta femme est belle. Beth Hillel, il n'a pas répondu à la question de Shammai. Shammai lui dit il faut s'écarter du mensonge. Donc aussi bien pour la femme que pour le manteau. Qu'est-ce qu'il répond Hillel? Il répond ouais mais un manteau tu ne peux pas lui dire qu'il est moche. Ben, j'en sais rien, s'il est moche, dis-lui qu'il est moche ou ne dis rien. Mais comment tu peux dire que le manteau est beau s'il n'est pas beau? Comment tu peux dire que sa femme est belle si elle n'est pas belle? Dit le Rav Dessler, c'est justement ça. Il faut s'écarter du mensonge, bien sûr. C'est quoi le mensonge? Dire à quelqu'un dont sa femme n'est pas belle, ta femme est moche, ça c'est du mensonge. Pourtant c'est vrai, elle est moche. Non, c'est du mensonge. Ça aidera à rien. Lui, ça fera que le frustrer. C'est du mensonge. Par contre, si sa femme, je trouve qu'elle est moche, elle a raison, Rivka, c'est très subjectif. Mais si moi, je trouve qu'elle est moche et que je lui dis, moi, je trouve qu'elle est belle, ça c'est de la vérité. Parce que ça conduit à des choses positives. Voilà ce que dit le Rav Dessler. On peut dire aussi que mitzvah les shanot mipnei shalom. Pour pouvoir accéder au shalom, il y a une mise à même de mentir. Si pour pouvoir accéder au shalom baïd dans ce couple, il faut dire ta femme elle est belle alors qu'elle est moche, eh ben c'est une mitzvah de mentir. D'où on l'apprend de Hakadosh Baruch Hu. Hachem lui-même, il a été prêt à mentir pour le shalom baïd. Lorsque Sarah est venue voir Hakadosh Baruch Hu et qu'elle lui dit comment tu veux que je puisse avoir des enfants, mon mari est âgé. Après Hachem va venir voir Abraham et il va lui dire pourquoi ta femme a dit qu'elle est vieille, qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. C'est du mensonge. Sarah n'a pas dit qu'elle était vieille, elle a dit qu'Abraham était vieux. Écrit dans la Gemara, oui, mais Hakadosh Baruch Hu a été prêt à, entre guillemets, mentir
pour le shalom, pour pas qu'Abraham soit vexé, que Sarah elle ait parlé de lui en ces termes. Mon mari, il est vieux. Donc, c'est la réponse à qu'on aurait pu donner. On aurait pu dire que Aaron, tout ce qu'il le faisait, c'était pour accéder au shalom. Dans la mesure où il le faisait pour le shalom, eh ben, c'est une mitzvah de mentir. Et puisque c'est un mensonge positif, eh ben, ce n'est pas du mensonge. On aurait pu dire cette chose-là. Simplement, j'aimerais aller, Bezrat Hashem, avec vous aujourd'hui, beaucoup plus loin. Surtout qu'il y a malgré tout un petit problème dans cette explication. C'est que le Yahabetz, au moment où il ramène ce comportement d'Akadosh Baruch Hu qui a consisté à mentir, le Yahabetz, il dit, de là on voit que le shalom est plus important que le Emet. Quand j'ai une confrontation entre shalom et vérité, le shalom, ça passe avant la vérité. La preuve, Hachem, il a menti, il n'a pas procédé de la vérité. Pourquoi ? Pour accéder au shalom. Donc on voit de là explicitement que ce n'est pas que cette vérité, que ce mensonge, c'est une vérité. Ce mensonge, ça reste un mensonge. Simplement, le shalom, ça passe avant. Or, de Aaron, on nous dit que Aaron, lui, il préférait le Emet que le Chesed. Le Emet que le shalom. Donc, il y a malgré tout un petit problème ici. À mon avis, on peut expliquer de la façon suivante. Toute la journée, j'étais heureux à l'idée de pouvoir aujourd'hui vous donner ce cours et essayer, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, de vous faire partager cette idée que je trouve être fabuleuse. Il faut bien qu'on comprenne. Tous les Baalei Moussar nous disent que chaque juif a à l'intérieur de lui ce que Rav Nachman de Breslev appelle une Nekuda Tova. Rav Nachman, il fait de ça toute une Torah. Nekuda Tova. Chaque juif, il a à l'intérieur de lui une Nekuda Tova. Ce n'est pas que Rabbi Nachman de Breslev, c'est tous les Baalei Moussar disent. Que chaque homme a à l'intérieur de lui un véritable diamant, un trésor précieux qui est à l'intérieur de lui. Quelquefois, ce diamant, il rayonne même à l'extérieur. On voit des gens qui fleurissent, on voit des gens qui sont très proches d'Akadosh Baruch Hu, qui font des grandes choses. Et quelquefois, on voit des gens qui ont l'air d'être complètement à l'ouest, complètement loin de toute dimension spirituelle. Mais qui, malgré tout, à l'intérieur d'eux, enfouis au plus profond d'eux-mêmes, ont ce diamant, ont cette Nekuda Tova. Dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi le but de chaque juif ? C'est d'essayer de découvrir la Nekuda Tova qui est en lui. J'ai une Nekuda Tova, je le sais. Il faut que je réussisse à la dévoiler, à la révéler, à la découvrir. Dès lors que je réussis à découvrir l'aspect positif qui est en moi, le lien qui me joint à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, grâce à cette Nekuda Tova, je vais pouvoir me rapprocher de Kadosh Baruch Hu d'une façon extraordinaire. Tout juif, même le juif le plus assimilé, même le juif le plus rachat, il a à l'intérieur de lui une Nekuda Tova. C'est très difficile d'y arriver, d'y accéder, mais tout juif a cette Nekuda Tova. Et ce qu'on nous demande, c'est d'essayer de la trouver, de la découvrir, et ensuite, Bezrat Hashem, de la cultiver et de s'en servir pour pouvoir grandir de façon exemplaire. Ça, c'est ce que chaque juif doit faire. Chaque juif, pour lui-même, il doit trouver cette Nekuda Tova et il doit essayer de la travailler. Ce qu'on demande à chaque éducateur, c'est de réussir à aider son élève, à aider son fils, à aider l'autre, son interlocuteur, à trouver la Nekuda Tova qui est à l'intérieur de lui. Mon père, il a l'habitude de dire, il a écrit dans la Haggadah à propos du rachat. Si on parle du rachat, c'est qu'on parle vraiment d'un rachat. On nous dit, tu sais ce qu'il faut faire avec le rachat ? Akhe et shinav. Frappe-lui dans les dents. Donne-lui des coups sur ses dents. A priori, c'est vraiment être méchant avec lui. Pourquoi faut lui donner des coups ? On n'a jamais vu que la Torah était tellement impitoyable et cruelle et féroce. Pourquoi faut lui donner des coups dans les dents ? On va expliquer de la façon suivante. C'est quoi shinav ? Shinav, ça veut dire donne des coups à ses chines. C'est quoi shin ? On sait que sur les tefilines de la tête, il y a deux chines. Un shin à droite, un shin à gauche. L'un des chines, il a 3 branches. L'autre des chines, il a 4 branches. Dit le Maor Vachemesh, celui qui a 3 branches, il symbolise Avraham, Yitzhak et Yaakov. Celui qui a 4 branches, il symbolise Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Nos 3 patriarches et nos 4 matriarches. Et nos 2 olamot. D'accord ? C'est quoi cette tefilin ? Chaque juif, au moment où il met cette tefilin, il se rappelle. Moi, je ne suis pas n'importe qui, je ne viens pas de n'importe où. Je suis le fils de Avraham, Yitzhak et Yaakov et le fils de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Mon père il avait l'habitude de dire, lorsqu'on dit Akhe et Shinav, les Akhot, ça veut dire attiser. On vient voir le père du rachat et on lui dit, ton fils, tu sais ce qu'il faut que tu fasses avec lui ? Il faut que tu attises les chines qui sont en lui. Chaque juif a à l'intérieur de lui ce chine-là, ce chine de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce chine de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On est des princes.
Qu'on le veuille ou non, on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et de Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Ce Shin-là, si jamais on ne le connaît pas, en tous les cas, il est à l'intérieur de nous. Et ce qu'on demande aux parents, c'est attise ce Shin. Essaye de l'attiser au maximum. Un jour, tu vas voir, il va reprendre. Un jour, il va reprendre toute sa splendeur. Et ce juif, il va se rappeler de la signification que c'est d'être l'enfant des Avot et des Imot. Donc c'est cette idée-là. Ça veut dire que le juif a à l'intérieur de lui des dimensions particulières et à lui et à ses enseignants de réussir à lui permettre de les dévoiler. Et dès lors que l'homme réussit à les dévoiler, qu'il réussit à prendre conscience de cette grandeur qui est la sienne, d'un coup il peut réussir à progresser de façon extraordinaire. C'est ce qu'on dit le matin. Elokai neshama she'atatabi teora. Hachem, tu m'as doté d'une neshama qui est pure. Ata berata, ata yetzarta, ata nefartabi, la neshama elle est pure. Tout juif a une neshama pure. Quelquefois il l'a un petit peu salie, quelquefois il l'a un petit peu étouffée, avec toutes les saletés de la vie. C'est vrai, mais la neshama elle-même, elle est pure. Lorsque l'enseignant, par exemple, vient voir son élève, et qu'il essaye de lui montrer, regarde la nekuda tova qui est en toi, regarde comment tu es important, regarde comment tu es considérable. C'est ça qui va permettre à l'élève, à l'enfant, de pouvoir progresser. On raconte qu'il y avait dans la Talmud Torah, une fois, un directeur qui avait besoin urgemment qu'on lui amène quelque chose qui se trouvait dans son bureau. C'est la période des examens, et sur son bureau, il y avait toutes les copies des énoncés des examens. Il s'est dit, ouais, c'est un problème là. Parce que si jamais celui-là, il rentre et qu'il commence à regarder les questions, on est mal parti. Il a été le voir, il dit, regarde, tu vas aller dans mon bureau, je te demande d'aller là-bas pour prendre telle et telle chose. Sache, sur la table, il y a des copies. Ces copies, tu n'as pas le droit de les regarder. Attention, parce que si tu regardes les copies, je te renvoie de l'école. Attention, ces copies, il ne faut pas les regarder. Bref, l'élève a été, et comme vous vous imaginez bien, il a regardé les copies, et il a été raconté aux copains, et puis le bruit a très rapidement couru, comme quoi il avait triché. Le directeur a fait semblant qu'il n'avait rien entendu. Il a été voir un grand pédagogue. Il lui a dit, regardez ce qui se passe. Pourtant, je l'ai averti. Et puis pourtant, c'était un élève sérieux. Je n'ai pas été voir n'importe qui. J'étais voir un élève sérieux pour lui confier cette mission-là, d'aller dans mon bureau alors qu'il y avait tous les examens. Le pédagogue, il lui dit, écoute, je pense que tu as mal fait. Tu viens le voir, tu lui dis, écoute, il y a des examens posés sur la table. Et attention, parce que si tu triches, je te renvoie de l'école. Tu risques de tricher. Attention, j'ai envie de te dissuader. Il t'a fait une grave erreur. C'est ce que tu aurais dû faire. Tu aurais dû voir ce même élève, je ne t'ai pas demandé de prendre un meilleur, ce même élève, et lui dit, regarde, tu sais, je te demande maintenant de rentrer dans mon bureau. Sache que dans mon bureau, il y a des copies. Ce n'est pas pour rien que je te demande à toi de venir dans cette pièce. Parce que je sais que toi, bien qu'il y ait des copies, tu seras capable de ne pas regarder. Toi, tu es quelqu'un auquel on peut faire confiance. Tu es digne de confiance. Sache que je te demande à toi d'aller parce que toi, je sais très bien, j'ai aucun doute, je peux te faire confiance, les yeux fermés, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Il lui dit, vas-y, refais ça. Cette fois-ci, je n'en veux plus exactement tous les détails s'ils ont mis une caméra cachée ou je ne sais pas exactement quoi. Le directeur a été voir cet élève-là, c'était quelques semaines après, peut-être quelques mois après, j'en ai plus de tous les détails. Il lui a tenu ce discours-là. Ben, ils ont vu après sur la caméra que l'élève, il est rentré, il n'a même pas jeté son regard sur les copies. Ça veut dire quoi? Lorsque je viens voir mon élève et que je lui dis, je te fais confiance, je sais que tu es quelqu'un de grand, je sais que tu as des qualités, je sais que toi, ce n'est pas possible que tu puisses tricher. Ben, je lui donne confiance en lui. Dès lors que je lui donne confiance en lui, eh ben lui, il prend confiance en lui. Et à ce moment-là, il peut faire des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Lorsque Aaron venait voir cet homme-là qu'il avait face à lui, Aaron, il avait un rachat face à lui. Un rachat. Il avait commis des avérotes. Maintenant, tout rachat, il a à l'intérieur de lui cette nekuda tova. Tout rachat, il a des qualités. Tout rachat, il a des motivations de bien se comporter. Tout rachat, il a envie de faire des choses positives. Aaron, il vient le voir, et lui, immédiatement, avec son regard bienveillant, affûté, il se concentre sur une chose, la nekuda tova qu'il y a dans cet homme-là. Et ce regard pénétrant, il lui permet immédiatement de ne pas voir tous les défauts, mais de voir uniquement cet homme-là avec le potentiel fou qu'il a à l'intérieur de lui. Quand il voit ce rachat, lui, il voit le tzaddik immense qui pourra fleurir de cet homme-là. Il le voit, immédiatement, il commence à lui parler, avec un grand sourire. Il l'honore beaucoup, il le considère, il commence à le complimenter pour tout ce que cet homme pourrait être, et pour tout ce que cet homme sera, Bezrat Hashem, et pour tout le bien qu'il a déjà à l'intérieur de lui à présent.
Lorsqu'on vient voir cet homme-là, lorsque Aaron vient voir cet homme-là, et qu'il lui dit, tu sais, tu es un grand homme, tu sais, tu es quelqu'un de très bien, tu sais, j'aimerais te demander des conseils, comment tu fais pour être tellement généreux, comment tu fais pour être tellement positif, comment tu fais pour avoir ces qualités-là? À ce moment-là, cet homme, il se dit, mais attends, Aaron, il n'est pas complètement débile. Et puis Aaron, il n'y a pas de temps à perdre. Aaron, il ne traîne pas avec n'importe qui. Si Aaron, il m'a invité à la maison, il m'a consacré 1 heure de son temps, il m'a complimenté, c'est visiblement que je suis un homme important. Le Kohen Gadol, le grand de la génération, il passe 1 heure avec moi. C'est visiblement qu'il pense que je suis vraiment quelqu'un d'important. Dès lors qu'on montre à cet homme-là, tu sais, tu es important, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cet homme-là, il réalise son importance. Quand l'homme réalise son importance, eh ben, il ne faute plus. Ce qui fait qu'on faute, ce qui fait qu'on n'est pas motivé à se rapprocher d'Hachem, c'est que souvent on vit avec une impression que de toutes les façons, Hachem il s'en fout de nous. De toutes les façons, on s'est déjà tellement écarté de lui. De toutes les façons, quoi qu'on fasse, c'est déjà quasiment irrécupérable. Et donc, on vit avec cette pensée-là, et on s'étonne ensuite qu'on fait des avérotes. C'est sûr, on est déjà complètement découragé. Alors pourquoi on va maintenant faire des efforts pour essayer de se rapprocher d'Hachem alors qu'on sait qu'on n'a aucune chance? Si par contre, il y a un homme comme Aaron qui nous donne la main, qui nous fait un grand sourire, et qui me dit, tu sais, moi je suis conscient de ta grandeur, tu es vraiment un homme extraordinaire. À ce moment-là, je me rends compte de ma grandeur. Si je suis conscient de ma grandeur, eh bien évidemment, j'en viendrai pas à fauter. Ça, c'était le comportement de Aaron. C'est ce que ce directeur a fait. Sache que je te fais confiance, tu es quelqu'un de confiance. Si je lui montre combien je lui fais confiance, eh je lui communique cette confiance en lui. Dès lors qu'il a confiance en sa grandeur, il ne pourra pas tricher. L'homme n'est pas un tricheur. Simplement, il faut qu'il soit conscient de sa grandeur. On raconte qu'il y avait un homme qui était complètement anti-religieux. Un jour, il a fait tchouva. Au bout de quelques années, il a raconté qu'est-ce qui a fait qu'il a fait tchouva. Et il raconte, je crois que c'est une histoire qui s'est déroulée en France, il dit un jour, j'étais dans ma communauté, et puis il y avait une Seudah Shlichit qui était organisée. Et il y a un grand Admor qui est venu de Eretz Israël. Et ce Admor-là, il a passé Shabbat avec nous dans la communauté. À Seudah Shlichit, je ne sais pas comment ça se fait, mais le Admor, il est venu s'asseoir à côté de moi. Donc vous imaginez la table, il y avait 200 personnes, moi j'étais assis à côté de ce Admor. Un Rav vénérable comme ça, etc. Il dit, et le Rav, pendant quasiment toute la Seudah Shlichit, il a mis son bras sur mon épaule. Avec comme ça, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, d'affection. Et puis de temps en temps, il me regardait et il me souriait. Et ça m'a permis de faire teshuva. Pourquoi? Comment ça se fait? Cet homme-là, il pensait que c'était un pourri, que c'était un vaurien, que les rabbinim, ils le regardent avec condescendance, avec mépris. D'un coup, il voit un Rav, on lui dit, c'est un grand Rav, c'est un Admor, un Rav qui vient d'Israël, c'est quelqu'un de grand. Et ce Rav-là, il lui montre, regarde comment tu es important, regarde comment je t'aime. Pendant tout le repas, il lui a mis la main sur l'épaule. Regarde comment je t'apprécie, regarde comment tu es quelqu'un de grand. Dès lors qu'il s'est aperçu, je suis quelqu'un de tellement grand, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à quelque chose de moi. Ça lui a donné envie de progresser et d'avancer, et ça a marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut faire progresser des gens, il y a 2 possibilités. Soit on vient avec des remarques sans arrêt et des critiques, soit au contraire, on a une autre pédagogie. La pédagogie de Aaron, c'était ne fais aucune critique à personne. C'est pas comme ça qu'on érige des personnes. Il est écrit dans le Midrash explicitement que Aaron, il n'a jamais dit à un homme sararta, tu t'es mal comporté. Il n'a jamais dit à une femme sarart, tu t'es mal comporté. Alors comment il a fait pour être mekarev anashim la Torah? Il avait une autre méthode, une méthode pédagogique de première, laquelle il venait voir les gens, un grand sourire, regarde comment tu es important, regarde cette qualité que tu as dans laquelle vraiment tu es encore meilleur que moi. Et ça marche. Tu montres à l'homme combien il est important, combien il est grand, combien il peut, combien il suffit qu'il fasse quelques petits efforts et puis il va devenir quelqu'un d'immense. Ça donne envie de progresser, envie d'avancer, de se rapprocher d'Hachem. Ça donne une certaine confiance en soi. Et ça, c'est ce que Aaron faisait. Est-ce que ça c'est du émet ou du sheker? Nous on a dit à Aaron c'était un menteur, c'était un hypocrite. Il allait voir un rachat et puis il faisait semblant que voilà, t'es quelqu'un de bien, je te souris, je te machin. Il n'y a pas de plus grand émet que ça. Ça c'est le émet. Nous, on est habitués, c'est quoi le émet? C'est ce qu'on voit de nos propres yeux. Dans les propres yeux, je vois un corps, je vois un Yetzer Hara qui a envie de faire des choses mauvaises, mais le émet, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Par contre, qu'un jour, il y avait un philosophe qui a dit à son élève, il a dit, tu sais, il faut que tu saches, il faut que tu ne crois que en ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas, ce qu'on se raconte, Dieu, machin, tout ça, il faut que tu crois que ce que tu vois. Alors l'élève, il dit au prof, il dit, moi, je ne crois pas que vous avez un cerveau, vous êtes intelligent. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je ne le vois pas.
Donc voilà, donc vous n'avez pas de cervelle. Je ne la vois pas, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas d'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire que nous, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le émet, ce n'est pas forcément ce que je vois. Oui, je vois quelqu'un avec une boucle d'oreille dans le nez, une autre boucle d'oreille dans l'oreille, alors que c'est un homme et comme un punk, etc. C'est ce qu'on voit. Et donc, quand on voit vu de cette façon-là, on a l'impression que c'est un rachat ou mroucha et puis qu'il est complètement perdu et que qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Aaron, ce n'est pas ça qu'il voit. Aaron, il voit ce qui est profond, toute la profondeur de l'homme, toute l'authenticité de cet homme. Cet homme, ce n'est pas un méchant, ce n'est pas un mauvais. C'est un homme qui a à l'intérieur de lui une Nekuda Tova, qu'il a eu du mal à exprimer, qu'il a eu du mal à faire ressortir à l'extérieur. Aaron, c'est lui le Hémet. Nous, quand on le voit et qu'on se dit trop rapidement c'est un rachat, c'est nous qui sommes dans le Sheker. Aaron, lui, était dans le Hémet. De réussir à dévoiler ce point, c'est ça le Hémet. C'est ça la réponse qu'on doit donner. On a dit Aaron, c'était un homme de Hémet. C'est pas qu'il a menti, mais c'était une mitzvah de mentir. Non, il n'a pas menti. Aaron, quand il allait voir ce rachat qui lui faisait un grand sourire, c'est parce que Aaron, il se disait, cet homme-là, c'est un tzaddik. Il a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui pour être tzaddik. Alors, il y a extérieurement quelques petits machins qui font écran. Il faut réussir à enlever ces problèmes-là. Et puis, cet homme-là, il deviendra tzaddik. Et de cette façon-là, Aaron a réussi à rapprocher les gens de la Torah. C'est peut-être la raison pour laquelle Aaron, le mérite qu'il va avoir ensuite, ça va être d'allumer la menorah. Quelle est la symbolique de l'allumage de la menorah? Allumer la menorah, c'est éclairer les autres. Le but de la menorah, c'était d'éclairer autour de soi. Aaron, c'est un homme qui était capable d'éclairer. Il prenait quelqu'un qui était sur le point de désespérer, quelqu'un qui était dans une obscurité totale. Il arrivait avec sa petite menorah, avec sa petite lumière, et il lui disait, regarde, tu penses que tu es tellement mauvais, tu penses que tu es tellement dans l'obscurité, regarde ta Nekuda Tova, regarde comment elle brille cette Nekuda Tova. Aaron, il venait avec sa lumière et il éclairait les gens. Aaron était capable de découvrir dans un juif ce que lui-même ignorait. Ça, c'est Aaron. Aaron était capable d'éclairer les autres. Mieux que ça. Avec quoi on allumait la menorah? Avec de l'huile d'olive. Écrit dans le Midrash, c'est quoi la symbolique de l'huile d'olive? L'olive, c'est un fruit qui est amer. Et l'huile d'olive qui sort, elle est douce, elle est pure. Elle est de bonne qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être capable de prendre quelque chose d'amer, de prendre quelque chose de pas tellement positif, et d'extraire de lui quelque chose de pur, quelque chose de doux. Mais il y a une condition. C'est qu'au moment où on voit l'olive, on sache bien que dans cette olive, il y a cette Nekuda Tova. Si je vois l'olive et je me dis, mais comment d'une olive on peut réussir à extraire de l'huile d'olive? Ça ne marchera pas. Si quand je vois l'olive, je suis conscient, dans l'olive, il y a du bien, il y a du bon, il faut juste réussir à l'extraire. Et bien là, je me donnerai la peine pour réussir à extraire l'huile qui se trouve à l'intérieur de l'olive. Ça, c'était Aaron. Aaron, il a mérité d'allumer la menorah. Parce que Aaron, toute sa vie, c'était de prendre des olives, de prendre des gens qui étaient a priori amers, acides, négatifs, mauvais, et d'extraire le bien qui était à l'intérieur d'eux. C'est peut-être pour ça que Aaron, il a eu ce mérite-là. Si on poursuit un tout petit peu la réflexion, Aaron, lorsqu'il entendait qu'il y avait eu une dispute qui avait explosé entre monsieur et madame, ou entre monsieur et un autre monsieur. Donc il a vu qu'il y avait des disputes, et qu'il y avait des hurlements, et qu'il y avait des insultes, et des injures, et des choses de ce genre-là. Nous, quand on voit, si on voyait ce genre de dispute, on dirait qu'il y a de la haine, on dirait qu'ils se haïssent, ils se détestent, ils n'ont qu'une envie, c'est de se tuer, ils ne se supportent plus. Nous, on aurait vu ça de cette façon-là. Aaron, c'était un homme, comme on a dit, de Hémet. Aaron, il ne regardait pas les choses de façon superficielle, mais de façon très précise et très profonde. Lorsque Aaron voyait que Réhouven s'était disputé avec Shimon, lui était capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Réhouven au moment où il s'est disputé avec Shimon. Et Aaron, qu'est-ce qu'il voyait? La Nekuda Tova de Réhouven qui se disait, mais c'est pas dommage. C'est pas dommage que je lui ai fait ce mal à ce Shimon. C'est pas dommage que pour une petite bêtise on se soit disputé. Moi qui aspirerais tellement à l'altruisme et à la fraternité et à toutes ces dimensions-là, c'est pas dommage. Aaron, lorsqu'il rencontrait Réhouven, il était capable de sonder son cœur et de voir qu'au plus profond de lui-même, il ne voulait pas cette dispute. Au contraire, il voulait la paix. C'est la raison pour laquelle Aaron venait voir Réhouven, venait voir Shimon, et à chacun il tenait le discours. Il disait, tu sais ce que l'autre il m'a dit? Tu sais ce que l'autre il pense vraiment? L'autre il s'en veut. L'autre il est triste d'avoir fait ce qu'il a fait. Est-ce que c'est du mensonge? Non, c'est vrai. Aaron était capable de lire dans le cœur de cet homme-là cette Nekuda Tova qui voulait le bien.
Et donc Aaron, quand il vient voir l'autre, il lui dit, tu sais, l'autre il s'en veut, mais c'est vrai, parce que l'autre, à l'intérieur de lui, il s'en veut. Parce que chaque homme, il a une exigence de perfection, chaque homme, il a une exigence de bonté, de bon comportement. Et quand Réhouven il se dispute n'importe comment contre Shimon, au plus profond de lui, c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le shalom. Donc dit le Rav Ezrahi, lorsque Aaron allait voir Réhouven et qu'il lui disait Shimon, il veut la paix avec toi, c'était la vérité. Et lorsque ce Shimon là entendait combien Réhouven, le vrai Réhouven, le Réhouven intérieur, combien il veut la paix, combien il veut aimer l'autre, alors immédiatement Shimon il se disait moi aussi je l'aime. Si vraiment c'est ça son intériorité, si vraiment il s'est mis en colère que comme ça parce qu'il avait un Yetzer Hara, mais ce qu'il veut vraiment c'est m'aimer, et ben moi aussi je l'aime. Et de cette façon-là, le lendemain ils se rencontraient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'embrassaient. Alors on a demandé, mais a priori c'est du mensonge. C'est pas du mensonge, c'est ça la vérité. Interroger quelqu'un qui s'est disputé, pas au moment où il est dans la colère, quelques heures après. Est-ce que vraiment il est content maintenant d'être fâché avec l'autre? Est-ce qu'il n'aimerait pas quelque part pouvoir arranger sa relation avec l'autre? Au plus profond de lui-même, il vous dira que oui. Extérieurement, il vous dira que non, parce que c'est son ego et son orgueil, etc. Mais à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il aimerait faire. Aaron il était capable de lire l'intérieur, de lire le langage du cœur, de voir l'aspect positif de tout un chacun. Quand il allait voir Réhouven, il lui disait ce que Shimon voulait vraiment dire. Quand il allait voir Shimon, il lui disait ce que Réhouven voulait vraiment dire. Alors vous allez me dire, mais les gens, ils n'étaient pas conscients de cette astuce-là, de ce stratagème? Réponse, même s'ils étaient au courant. Aaron, ce qu'il disait, c'était des propos de vérité. Même si je suis au courant, moi, que Aaron, il fait ça avec tout le monde. Mais dès lors qu'il est capable de me convaincre que l'autre, il m'aime vraiment, et que l'autre, ce qu'il voulait faire, c'était vraiment mon bien, et qu'il a eu un moment d'égarement, un moment d'énervement, et c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il m'a fait, même si je sais qu'il dirait ça à tout le monde, s'il a réussi à me convaincre, il a réussi à me convaincre. Et lorsque moi je rencontre l'autre ensuite, et bien à ce moment-là, je vais me mettre à l'aimer. Ça veut dire que Aaron, excusez-moi, lui il avait un regard au second degré. Et ça c'est ce qu'on nous dit à propos de Aaron. On nous dit « Eve mitalmidav shel Aaron » soit l'un des disciples de Aaron. Pourquoi on ne dit pas plus simplement « soit comme Aaron » dès le Midrash Shmuel, parce que c'est impossible. On ne pourra pas arriver à la dimension de Aaron. C'est utopique. Mais au moins, essaye d'arriver un petit peu, de ressembler un petit peu à Aaron. On a demandé pourquoi tu as besoin de donner des exemples. Laisse Aaron tranquille. Tu veux remplir ta Mishnah, dis, il y a un pasouk, Bakesh Shalom Verodfeu. C'est qu'en fait, Aaron, il va nous donner une grande leçon. Laquelle? Imaginez que je vienne voir aujourd'hui le grand rabbin d'Israël et que je lui dise, vous savez, monsieur le grand rabbin, j'ai un petit problème de Shalom Bayit, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Le grand rabbin, a priori, va me dire, écoute, t'es bien gentil, Aziz, moi j'ai tout Israël sur mes épaules, va voir le rabbin de quartier, comme ça il risque de dire avec condescendance, va voir le petit rabbin de quartier, et demande-lui à lui qui s'occupe de ton histoire, qu'est-ce que tu viens me voir à moi? C'est comme ça, non, en général. Lui, il est là pour les grands problèmes. Là, on a un homme qui s'appelle Aaron. Aaron, c'est le Gdolador, on dit du Kohen, Torah Yevakshu Mipiu, c'est un homme qui est plein de Torah. Et Aaron, en plus, c'est le Kohen Gadol. Vous imaginez qu'Aaron, il y a plein de choses dans sa vie à faire que de s'occuper des petits problèmes de couple. Eh ben non. Aaron, de lui-même, il venait. Et de lui-même, il s'occupait des couples. Et dès qu'il entendait qu'il y avait une petite histoire, de lui-même, il prenait l'initiative de venir et d'essayer de résoudre le problème. Pourtant, on ne lui avait rien demandé. De lui-même, il essayait de le faire. Ça, c'est ce qui s'appelle être Aaron. Aaron, c'est un homme tellement grand, et pourtant, il s'est comporté avec tellement de simplicité. C'est ce qu'on dit aussi, il y a Abed Sidi, quand on étudie la Mishnah, il écrit dans la Mishnah, Elu dvarim, she'aoseh otam, ochel miporotem ba'olam hazeh, vakiren kaimet la'olam haba. Il y a des mitzvot qui, lorsqu'on les accomplit, on profite des intérêts dans ce monde-ci, et le capital reste pour le monde futur. Et c'est quoi ces mitzvot-là? On nous dit, Avat shalom ben adam lachavero, c'est de faire la paix entre l'homme et son ami. Ou ben ish leishto, et de faire la paix entre l'homme et sa femme. On m'a raconté aujourd'hui que les hommes, ils préfèrent parler au téléphone qu'avec leur femme. Alors un jour, on a été voir des hommes, on leur a dit, pourquoi tu préfères parler au téléphone qu'avec ta femme? Ils disaient, parce que lui, au moins, je peux le mettre en mode silence. D'accord? Ça veut dire que Aaron, il venait essayer de faire le shalom entre l'homme et la femme. Donc, il y a écrit, ou benish leishto. Conclut la Mishnah et elle dit, vetalmud Torah keneget kulam. Si c'est vrai que c'est très important de faire shalom ben adam lachavero ben ish leishto, mais c'est quoi l'idéal? Talmud Torah keneget kulam. Alors le Talmid Chacham, il va se dire, écoute, avad shalom c'est bien gentil, c'est bien mignon, si jamais je n'étais pas capable d'étudier, c'est ce que j'aurais fait.
Mais moi, je suis un Talmid Chacham. Vetalmud Torah, keneged kulam. L'étude, c'est plus important que tout. Viens ici, Hillel et dit, sois l'élève de Aaron. Aaron était plus Talmid Chacham que toi. Aaron était plus occupé et surchargé que toi. Il avait un planning extrêmement chargé. Et pourtant, il prenait le temps de s'occuper des couples, il prenait son temps de s'occuper des petits problèmes, ce qu'on dirait des petits problèmes, parce que pour lui, c'était important. Je me rappelle quand j'avais été voir le Rav Steinbourg, parce qu'il y a des couples qui voulaient que je m'occupe d'eux. Je me disais, si je m'occupe de couples, j'aurais plus le temps pour étudier. J'avais été voir le Rav Moshe Steinbourg, il m'a dit, tu es obligé de t'occuper des couples. Pourquoi? C'est une Mishnah. Il ne me l'a pas dit, mais c'est ça le pshat. Il te dit, sois l'élève de Aaron. Tu n'es pas plus Talmid Chacham que Aaron, tu n'es pas plus grand que Aaron, tu n'es pas plus surchargé que Aaron. Aaron, il prenait du temps pour s'occuper. Donc toi aussi, il faut que tu prennes du temps pour s'occuper. Ça, c'est la leçon que Aaron a été capable de nous donner. Aaron, c'était un homme extrêmement grand et il prenait son temps pour s'occuper de toutes les petites choses. Peut-être que Aaron, il voulait faire carrière. Peut-être. Pas du tout. Parce que quand Aaron, il venait et qu'il allait voir Réhouven et qu'il lui disait, tu sais ce que Shimon m'a dit de toi? Qu'il venait voir Shimon et qu'il disait, tu sais ce que Réhouven m'a dit de toi? En fait, c'était quoi Aaron? C'était un porte-parole. Est-ce que quelqu'un pouvait se douter du fait que Aaron, c'était un homme de Shalom Bayit, un conseiller conjugal? Pas du tout. Les gens, ils disaient, Aaron, juste, il vient me raconter ce que l'autre lui a dit. Aaron y a tout fait en simplicité. Aaron n'y attendait pas de faire carrière. Aaron, c'était un homme qui aimait le Shalom, qui aimait les briotes. Quand on veut parler d'un homme, on peut dire Ish, on peut dire Adam, on peut dire Bria. Bria, c'est quoi? Bria, c'est le niveau de l'être vivant le plus bas qui existe. Quand on veut parler d'une fourmi, dans l'halakha, on appelle ça Bria. Quand on veut parler d'un cafard, on appelle ça Bria. Vient ici la Mishnah et elle me dit Oev et ta briote. Aaron, c'était un homme qui aimait les briotes. C'est-à-dire, même si tu me montres un homme qui est plus du tout un homme, c'est presque un animal, j'allais dire, tellement qu'il est loin de toutes les valeurs spirituelles. Eh bien, Aaron, cet homme-là, il l'aimait. Dans cet homme-là, il trouvait la Nekuda Atova. Combien, nous, aujourd'hui, dans les rues dans lesquelles on se trouve, dans lesquelles tous nos frères et sœurs, qui sont tellement éloignés de la Torah, Baruch Hashem, ce n'est pas des animaux, Baruch Hashem, ce n'est pas des fourmis, Baruch Hashem, je pense qu'ils sont même au-dessus du niveau de briotes, c'est déjà des Adam, des Anashim, ils ont des Nekudot Tovot précieuses à l'intérieur d'eux, simplement il faut juste réussir à la trouver, il faut juste réussir à leur montrer qu'on fait confiance en eux. Dans la mesure où on arrive à leur faire confiance, à leur montrer que nous on attend de grandes choses d'eux, parce qu'ils peuvent y arriver, on peut réussir de cette façon-là à les faire progresser. Et c'est ce qui nous est demandé pendant cette période-là des 3 semaines. Cette période durant laquelle le Beth Amikdash a été détruit, à cause de la Sinat Chinam. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est tout l'inverse, qu'on prenne le contre-pied de la Sinat Chinam. Le contre-pied de la Sinat Chinam, c'est Bezrat Hashem Ahavat Chinam. Essayer de se rapprocher des gens, essayer de rapprocher les gens de nous, essayer de faire du Zikouy Arabim. Juste un point et je m'arrête là. Il faut faire très attention. Il y a écrit dans la Mishnah, Oev et abriot ou mekarvan la Torah. Il faut rapprocher les créatures de la Torah. Il faut éviter de rentrer dans le danger des personnes réformées qui veulent, pour soi-disant rapprocher les gens de la Torah, en fait rapprocher la Torah des gens. Et ça, Chachamim dit, c'est très dangereux. Il faut rapprocher les gens de la Torah. La Torah est suffisamment belle et suffisamment agréable pour que si on est capable de l'expliquer aux gens, que les gens puissent y adhérer, Bezrat Hashem. Hashem Yahazor, que cet exemple-là de Aaron, Aaron qui était l'homme de la vérité, Aaron qui était capable de voir les gens vraiment avec beaucoup de perspicacité, de profondeur, qu'on soit capable de prendre exemple sur lui et qu'on regarde les gens avec ce regard-là bienveillant et pénétrant. Et grâce à ça qu'on ait le Beth Amikdash reconstruit, Bezrat Hashem, Shesruto Egen Alenu, Amen.